Salut à vous tous qui regardez cette chaîne Smart SVT et particulièrement cette vidéo que je vais consacrer à un aspect très important de la respiration cellulaire, à savoir la relation entre la mitochondrie, l'acide pyruvique et l'oxygène. Ça entre dans le cadre de la première unité, consommation de la matière organique et flux d'énergie. La vidéo pourrait profiter aux élèves de la deuxième année SVT, la deuxième année PC, mais aussi à toute personne qui s'intéresse au programme des sciences de la vie et de la Terre. Les objectifs de la vidéo, c'est de découvrir la relation entre la mitochondrie, l'acide pyruvique et l'oxygène. Et donc on aura un premier aspect, la relation entre la mitochondrie et la respiration cellulaire. Deuxièmement, la relation entre la mitochondrie et l'acide pyruvique. Et enfin, la relation entre la mitochondrie et le dioxygène O2. On se voit après quelques instants. Commençons d'abord par un petit rappel du bilan de la glycolyse qu'on avait discuté dans une vidéo précédente et que vous pouvez voir sur la chaîne. Alors, au sein du cytosol de la cellule, le glucose, il sera scindé, il sera clivé en deux molécules d'acide pyruvique. Et au cours de cette glycolyse, on aura réduction de 2 NAD+, en 2 NADH+, et une certaine quantité d'énergie qui sera utilisée pour la phosphorylation de 2 ADP en 2 ATP. Et donc ce qui va nous intéresser, quel est le devenir de l'acide pyruvique dans le cas de la respiration cellulaire. Pour mettre en évidence le rôle de la mitochondrie dans la consommation de la matière organique, on propose l'exploitation des expériences suivantes. On prépare deux suspensions mitochondriales, puis on ajoute à la première, contenue dans un tube A, une quantité d'acide pyruvique et on ajoute à la deuxième, contenue dans un tube C, la même quantité de glucose. Dans une autre solution ne contenant pas de mitochondrie, tube B, bien le témoin, on ajoute de l'acide pyruvique, puis on suit la variation de la concentration d'oxygène dans chaque tube. Le document 1 présente le principe et les résultats de ces expériences. Donc voici nos trois tubes avec les résultats respectifs. Alors première question qu'on pourrait poser, comparer le tube A au tube B d'une part et le tube A au tube C d'autre part. Que déduisez-vous de ces comparaisons? Deuxième question possible, résumer la relation entre la mitochondrie, l'acide pyruvique et l'oxygène O2. Alors commençons par l'exploitation du document 1 et d'abord le contenu. Comparons le contenu des tubes A et B. Alors qu'est-ce qu'on a dans le tube A? Une solution riche en oxygène, des mitochondries et à laquelle on va ajouter de l'acide pyruvique. Dans le tube B, on a une solution riche en oxygène, mais où il n'y a pas de mitochondries, et à laquelle on va ajouter également de l'acide pyruvique. Donc, les points communs entre les deux tubes, donc les deux tubes A et B contiennent une solution riche en oxygène. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on a ajouté de l'acide pyruvique dans les deux solutions. La différence, le tube A, on voit qu'il contient des mitochondries, alors que le tube B ne contient pas de mitochondries. Et donc, toute différence de résultat, tout résultat observé, serait dû aux mitochondries. Passons maintenant à la comparaison des résultats. Voici les résultats observés dans le tube A. Vous voyez bien que la concentration de l'oxygène reste élevée, presque constante, jusqu'à la 3e minute. Et après avoir ajouté le pyruvate ou l'acide pyruvique, on note une forte diminution de la concentration de l'oxygène. Donc dans le tube A, la concentration de l'oxygène dans la solution reste élevée et presque constante de 0 jusqu'à la 3e minute. Après l'ajout du pyruvate, il y a une forte diminution de la concentration de l'oxygène. Pour le tube B, qui ne contient pas de mitochondries, je le rappelle,
vous voyez que la concentration de l'oxygène reste élevée et presque constante, même après avoir ajouté le pyruvate ou l'acide pyruvique. Et donc le tube B, il montre que l'acide pyruvique n'a pas d'effet direct sur la concentration de l'oxygène, c'est-à-dire il ne réagit pas directement avec l'O2. Le tube A, par contre, après avoir ajouté le pyruvate, on a constaté une forte diminution de la concentration d'oxygène. Comment on pourrait l'expliquer? Tout simplement par l'entrée de l'oxygène vers les mitochondries. Et donc le tube A, il montre que les mitochondries consomment l'oxygène quand il y a du pyruvate ou de l'acide pyruvique. Donc l'acide pyruvique, il incite la mitochondrie à consommer l'oxygène. Et donc les mitochondries représentent les organites qui consomment l'oxygène, les organites responsables de la respiration cellulaire. Comparons maintenant le contenu des tubes A et C. Donc on a déjà parlé du tube A. Voyons le tube C. Alors vous voyez bien que il y a deux points communs entre les tubes A et C. Premièrement, les deux tubes contiennent une solution riche en oxygène et deuxièmement, les deux tubes contiennent des mitochondries. L'unique différence, c'est au niveau de la molécule ajoutée. Dans le tube A, on a ajouté l'acide pyruvique, dans le tube C, on a ajouté du glucose. Et donc toute différence de résultat serait due à la nature de la molécule qu'on a ajoutée, soit le glucose, soit l'acide pyruvique. Voyons maintenant la comparaison des résultats des deux tubes A et C. Alors pour le tube A, on en a déjà parlé. On a dit qu'avant la troisième minute, la concentration reste constante et élevée. Après la troisième minute, c'est-à-dire après avoir ajouté le pyruvate, la concentration diminue fortement. Pour le tube C, on constate presque le même résultat qu'avec le tube B, c'est-à-dire la concentration de l'oxygène reste constante et élevée, même après avoir ajouté du glucose. Alors le tube A, tout à l'heure on avait dit qu'il montre que l'acide pyruvique incite la mitochondrie à consommer l'oxygène. Donc la mitochondrie consomme l'oxygène en présence de l'acide pyruvique. Alors que le tube C, qu'est-ce qu'il montre? Que le glucose ne permet pas la consommation de l'oxygène par la mitochondrie. Autrement dit, le glucose n'a pas d'effet sur la consommation de l'oxygène par la mitochondrie. Voilà, maintenant on peut répondre à la première question. On observe, d'après le document 1, que la concentration de l'oxygène dans la solution du tube A, qui contient les mitochondries, reste élevée et presque constante au début de l'expérience, puis diminue fortement après l'addition du pyruvate à la troisième minute. En revanche, dans le tube B, qui ne contient pas de mitochondries, la concentration de l'oxygène reste élevée et presque constante même après l'ajout du pyruvate, ou bien de l'acide pyruvique. Et donc on déduit que c'est la mitochondrie qui est responsable de la consommation de l'oxygène dans le tube A. D'autre part, dans la solution du tube C, qui contient des mitochondries et à laquelle on a ajouté du glucose, on note que la concentration de l'oxygène reste élevée et presque constante. Et donc on déduit que le pyruvate incite les mitochondries à consommer l'oxygène alors que le glucose n'a pas cet effet. Le glucose n'a pas d'effet sur la mitochondrie. La réponse à la deuxième question, on conclut que les mitochondries consomment l'oxygène en présence du pyruvate, de l'acide pyruvique, mais non en présence du glucose. Elles représentent donc, c'est-à-dire les mitochondries, représentent donc les organites responsables de la respiration cellulaire. Elles représentent le siège de la respiration cellulaire. Deuxième partie, pour préciser la nature de cette relation entre la mitochondrie, l'acide pyruvique et l'oxygène, on propose l'exploitation des expériences résumées dans le tableau du document 2. Voici le tableau, donc 3 expériences qu'on se propose d'analyser. Alors, que pouvez-vous déduire de l'analyse de chaque expérience? Donc, il faut analyser chaque expérience et déduire.
Dernière question, résumer le rôle de la mitochondrie dans la consommation de l'acide pyruvique. Alors passons à l'exploitation des expériences du document 2. Interprétons d'abord la première expérience. Alors qu'est-ce qu'on voit dans le tableau du document? Mitochondrie, donc suspension mitochondriale comme l'expérience de tout à l'heure, plus pyruvate radioactif ou acide pyruvique radioactif, c'est-à-dire il est marqué, il contient un atome qui émet une radioactivité. Et cette radioactivité permet de le suivre facilement dans l'espace et dans le temps. Et enfin, plus oxygène normal. Alors dans les résultats, la deuxième case, on voit premièrement apparition de la radioactivité à l'intérieur de la mitochondrie. Deuxièmement, apparition de CO2 radioactif dans la mitochondrie, puis dans la solution. Alors vous voyez ici, jusqu'ici, je n'ai fait que lire ce qu'il y a dans le tableau. Mais dans des cas pareils, il vaut mieux simplifier l'expérience en la schématisant sur votre brouillon pour la rendre plus simple à analyser. Par exemple, voici ma suspension mitochondriale à laquelle j'ai ajouté le pyruvate radioactif. Je l'ai représenté par la lettre P suivie d'une petite étoile, c'est-à-dire radioactif. Et voici mon oxygène normal. Les résultats, on nous dit premièrement, il y a apparition de la radioactivité à l'intérieur de la mitochondrie. Deuxièmement, il y a apparition de CO2 radioactif à l'intérieur de la mitochondrie également. Et troisièmement, apparition de CO2 radioactif dans la solution. Alors, comment on va interpréter ces résultats? Alors, première observation, on nous dit apparition de la radioactivité à l'intérieur de la mitochondrie, que je peux interpréter par l'entrée du pyruvate dans la mitochondrie. Deuxièmement, on nous dit apparition de CO2 radioactif à l'intérieur de la mitochondrie que je pourrais interpréter par la transformation de l'acide pyruvique en CO2. Et enfin, on nous dit apparition du CO2 dans la solution que je peux interpréter par la sortie du CO2 de la mitochondrie vers la solution. Alors, quel est le message qu'on pourrait tirer de cette première expérience? C'est que l'acide pyruvique ou le pyruvate pénètre dans la mitochondrie, ou entre dans la mitochondrie, où il sera transformé en CO2. Alors, l'acide pyruvique, c'est C3H4O3, et puisqu'il contient 3 atomes de carbone, il devrait en principe libérer 3 molécules de CO2. Et vous voyez qu'il a perdu tous ces atomes d'hydrogène. C'est-à-dire il a perdu 4 protons et 4 électrons. Alors, puisque l'acide pyruvique a perdu tous ses électrons et ses protons, on dit qu'il a subi une oxydation complète ou bien totale à l'intérieur de la mitochondrie. Et donc, il s'est transformé en CO2. Alors, la question qui va nous intéresser dans la prochaine vidéo, c'est comment se fait cette oxydation complète ou bien totale à l'intérieur de la mitochondrie. Passons maintenant à l'analyse de la deuxième expérience. Alors, qu'est-ce que je lis dans le tableau? Mitochondrie, donc suspension mitochondriale, plus pyruvate non radioactif, qu'on dit froid, plus oxygène lourd O18. Il contient un atome O18 d'oxygène qui est lourd. Dans les résultats, on peut lire apparition d'eau lourde, H2O, dans la mitochondrie, puis dans la solution. Alors, je signale entre parenthèses qu'en français, l'eau est féminin. On dit une eau lourde. Maintenant, simplifions l'expérience par le schéma suivant. Donc, on a notre suspension mitochondriale. On a ajouté du pyruvate non radioactif et de l'oxygène lourd O18. Dans les résultats, il y a deux choses à signaler. On nous dit apparition de l'eau lourde à l'intérieur de la mitochondrie. Et deuxièmement, apparition de l'eau lourde dans la solution. Alors de même, comment on va interpréter ces résultats?
Alors, comme tout à l'heure, donc l'apparition de l'eau lourde à l'intérieur de la mitochondrie ne pourrait être interprétée que par l'entrée de l'oxygène 18 vers la mitochondrie et puis sa transformation en H2O, en eau lourde. Ensuite, l'apparition de H2O lourde dans la solution ne peut être interprétée que par la sortie de l'eau lourde de la mitochondrie vers la solution. Et donc le message qu'on pourrait tirer de cette deuxième expérience, c'est que l'O2, l'oxygène moléculaire ou le dioxygène, pénètre à l'intérieur de la mitochondrie où il est transformé en eau ou H2O. Et si on veut résumer cette transformation par une réaction simple globale, on écrirait O2, oxygène moléculaire, qui se transforme en H2O. Et puisque O2 contient 2 atomes d'oxygène, il devrait en principe former 2 molécules d'eau. Et pour cela, il doit gagner 4 électrons et 4 protons. Et donc l'oxygène moléculaire, O2, gagne des électrons et des protons à l'intérieur de la mitochondrie. C'est-à-dire qu'il subit une réduction. Il est réduit en H2O. Une question à laquelle on va répondre dans les prochaines vidéos, c'est comment se fait cette réduction? Quel est le rôle de la mitochondrie dans cette réduction de l'oxygène en H2O? Et enfin, l'analyse de la troisième expérience. Alors ici, ce sera plus simple. On a toujours des mitochondries, une suspension mitochondriale à laquelle on a ajouté du glucose radioactif et de l'oxygène normal. Dans ce cas, on constate l'absence de radioactivité à l'intérieur de la mitochondrie. Donc de la même manière, si je schématise mon expérience de cette façon, suspension mitochondriale, on ajoute du glucose radioactif, on ajoute de l'oxygène normal, mais ici, il n'y a pas d'apparition de radioactivité à l'intérieur de la mitochondrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le glucose ne pénètre pas à l'intérieur de la mitochondrie. Donc il n'arrive pas à traverser les membranes de la mitochondrie, contrairement à l'acide pyruvique et à l'oxygène. Et donc la mitochondrie ne peut pas consommer le glucose. Maintenant, on peut répondre à la troisième question. Alors, les résultats observés dans la première expérience du document 2, c'est-à-dire l'apparition de la radioactivité puis du CO2 radioactif à l'intérieur de la mitochondrie et dans la solution, indiquent que l'acide pyruvique entre dans la mitochondrie où il subit une oxydation complète ou bien totale en CO2. Ensuite, le CO2 sort de la mitochondrie ou bien quitte la mitochondrie vers la solution. Dans la deuxième expérience, l'apparition de l'eau lourde, H2O avec O18, à l'intérieur de la mitochondrie, puis dans la solution indique que l'oxygène pénètre à l'intérieur de la mitochondrie où il subit une réduction pour se transformer en eau, H2O. Ensuite, l'eau sort de la mitochondrie vers la solution. Quant à la troisième expérience, dans laquelle on a utilisé le glucose radioactif, l'absence de la radioactivité à l'intérieur de la mitochondrie indique que le glucose n'entre pas dans la mitochondrie. La mitochondrie ne consomme donc pas le glucose. Et voilà ce qu'il faut retenir de toute cette vidéo. Premièrement, et ça vous le connaissez d'après ce que vous avez fait dans la glycolyse, à la fin de la glycolyse, le glucose est dégradé en acide pyruvique dans le cytosol. Donc dans cette vidéo, on a dit qu'en présence d'oxygène, l'acide pyruvique, il entre dans la mitochondrie où il subit une oxydation complète en CO2. Ensuite, le CO2 quitte la mitochondrie vers le cytosol, puis sort de la cellule ou bien quitte la cellule. Autre point qu'on peut tirer de la vidéo, en présence de l'acide pyruvique, le dioxygène, O2, pénètre dans la mitochondrie où il subit une réduction en H2O.
La mitochondrie représente donc l'organite responsable de la respiration cellulaire. C'est le siège de la respiration cellulaire. Enfin, quant au glucose, il n'est pas consommé par la mitochondrie. Et donc c'est l'occasion de corriger des erreurs qui sont assez répandues, qu'on entend souvent, que le CO2 vient de l'oxygène. Pas du tout. Donc vous avez vu que le CO2, il résulte de l'oxydation de l'acide pyruvique dans la mitochondrie. De même, on entend que l'oxygène se transforme en CO2. Vous avez vu que l'oxygène se transforme en H2O. Il subit une réduction. Alors, dans les prochaines vidéos, on cherchera à répondre à ces quelques questions. Comment se fait l'oxydation de l'acide pyruvique dans la mitochondrie? Vous pouvez déjà voir la vidéo, elle est sur la chaîne. Deuxièmement, comment se fait la réduction de l'oxygène dans la mitochondrie, à quel niveau, etc. Vous pouvez également voir la vidéo, elle est sur la chaîne. Et enfin, quelle relation entre l'oxydation de l'acide pyruvique et la réduction de l'oxygène au sein de la mitochondrie. Voilà, on arrive enfin au test des acquis. Alors, pour ceux qui veulent tester s'ils ont retenu quelque chose de la vidéo. Alors, premièrement, choisir pour chacun des items ci-dessous les deux affirmations correctes en cochant leur case. Premièrement, la mitochondrie, petit a, consomme le pyruvate, l'oxygène et le glucose. Petit b est le siège de la respiration cellulaire. Petit c permet la réduction de l'acide pyruvique. Petit d est l'organite responsable du rejet du CO2. Alors revenons à petit a, consomme le pyruvate, oui. Consomme l'oxygène, oui. Mais ne consomme pas le glucose. Donc petit a, c'est faux. Petit b, la mitochondrie est le siège de la respiration cellulaire, c'est-à-dire le lieu où s'effectue la respiration cellulaire. Là, oui, c'est vrai. Donc, on va cocher cette case. Pour petit c, permet la réduction de l'acide pyruvique. La mitochondrie permet la réduction. Est-ce que l'acide pyruvique subit une réduction? Pas du tout, on a dit qu'il subit une oxydation totale ou complète. Donc, C, non, c'est faux. Et donc, petit d est l'organite responsable du rejet du CO2. L'organite, oui, c'est un organite. Est-ce qu'il est responsable du rejet du CO2? Oui, puisque c'est dans la mitochondrie que s'effectue l'oxydation du pyruvate en CO2. Donc, petit d, c'est correct. Et donc, on va garder petit b et petit d. Deuxième proposition, dans la voie respiratoire aérobie, il y a oxydation de l'oxygène en eau, réduction de l'oxygène et du pyruvate, oxydation complète du pyruvate en CO2, entrée de l'oxygène et du pyruvate dans la mitochondrie. Alors petit a, oxydation de l'oxygène en eau. Est-ce que l'oxygène subit une oxydation? Pas du tout, il subit une réduction. Donc A, faux. Petit b, réduction de l'oxygène et du pyruvate. Alors, réduction de l'oxygène, oui, mais il n'y a pas de réduction du pyruvate. L'acide pyruvique subit une oxydation. Petit c, oxydation complète du pyruvate en CO2. Là, oui, c'est correct. Donc, on va cocher. Petit d, entrée de l'oxygène et du pyruvate dans la mitochondrie. Là également, c'est vrai. Et donc, on va garder petit c et petit d. Deuxième type de test, choisissez parmi les affirmations suivantes celles qui sont correctes et corrigez celles qui sont fausses. Alors, premièrement, l'acide pyruvique n'entre dans la mitochondrie qu'en présence d'oxygène. L'acide pyruvique n'entre dans la mitochondrie qu'en présence d'oxygène, c'est vrai. L'acide pyruvique ne peut pas entrer dans la mitochondrie en l'absence d'oxygène, donc c'est vrai. Deuxièmement, l'oxygène moléculaire O2 est consommé par la mitochondrie en présence de l'acide pyruvique. Alors, si vous vous rappelez le début de la vidéo, c'est ce qu'on a vu dans la première expérience. Là aussi, donc, c'est vrai. Troisièmement, à l'intérieur de la mitochondrie, le glucose subit une oxydation complète. À l'intérieur de la mitochondrie, le glucose. Est-ce que le glucose pénètre dans la mitochondrie? Non, pas du tout, donc. C'est pas le glucose, mais c'est
le pyruvate. Si on veut corriger, on va remplacer le glucose par l'acide pyruvique. Quatrième et dernière phrase, l'oxygène O2 entre dans la mitochondrie et subit une oxydation complète en eau H2O. Il entre dans la mitochondrie, oui. Il se transforme en eau, oui, mais pas par oxydation, mais par réduction. Donc, il subit une réduction en eau H2O. Dernière proposition du test. On a deux groupes A et B. Et donc, chaque molécule du groupe A lui correspond une affirmation du groupe B. À vous de la choisir. Alors, le glucose, du groupe A, ne se trouve pas dans la mitochondrie. Donc, il n'entre pas dans la mitochondrie. L'acide pyruvique, alors, qu'est-ce qui lui correspond? Est oxydé dans la mitochondrie. Donc, il va subir une oxydation à l'intérieur de la mitochondrie. Troisièmement, l'oxygène moléculaire O2, ou le dioxygène, est réduit en eau H2O. Et enfin, CO2, le dioxyde de carbone, il résulte de l'oxydation du pyruvate ou bien de l'acide pyruvique. Voilà, la vidéo arrive à sa fin et j'espère qu'elle aura au moins contribué à corriger cette erreur malheureusement très répandue qui dit que l'oxygène se transforme en CO2 dans nos cellules. À la prochaine vidéo.